Salut la famille, je suis très content comme d'habitude de vous retrouver. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder les congés payés. Mais cette fois-ci, c'est sous forme de cas pratique, c'est-à-dire avec un exercice à l'appui pour mieux comprendre ou encore pour mieux appréhender le traitement des congés payés en République gabonaise. Avant d'abord de passer à l'exercice, on va d'abord revenir sur certaines notions que j'avais déjà annoncées ou que j'avais déjà énumérées ou mises en évidence dans l'une de mes anciennes vidéos intitulée « Les congés payés au Gabon ». Donc je vais essayer de défiler et nous allons arriver ici. Bon, ici en fait la proposition de réponse c'est tout simplement, comme je disais, les notions que nous allons d'abord revoir sur le traitement des congés payés en République gabonaise. Déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ici, on dit tout salarié a droit à des congés payés, qu'ils soient en CDD ou en CDI. Donc, c'est tout simplement pour dire que peu importe votre contrat de travail, que vous soyez en CDD ou en CDI, vous avez droit aux congés payés. Même ceux qui sont en contrat de mission ont droit aux congés payés. Les seules personnes qui n'ont pas droit aux congés payés, ce sont des stagiaires et des prestataires. Les prestataires, c'est entre deux entreprises, c'est-à-dire lorsque, même si l'entreprise vous fait signer un contrat de prestation, de prestataire, soit disant que c'est couvert par le code du travail, chose qui n'est pas vraie parce que le code du travail ne reconnaît pas le contrat de prestation de service. Le contrat de prestation de service est un contrat commercial passé entre deux entreprises, donc régi par l'acte uniforme OHADA. Donc si jamais un jour votre employeur vous demande de signer un contrat de prestation de service, retenez juste que ce contrat de prestation de service n'est pas couvert par le code du travail. Donc malheureusement, vous allez perdre plusieurs avantages tels que les congés payés, tels que les indemnités de rupture parce que vous ne serez pas considéré comme étant un salarié. Donc on revient, je disais tantôt que tout salarié a droit au congé payé, qu'il soit en CDD ou en CDI. Dans le CDD, en quelque sorte, certes je n'ai pas mis contrat de mission, mais en quelque sorte on peut introduire le contrat de mission ici. Pourquoi? Parce que le contrat de mission est aussi à durée déterminée. Donc il dit du contrat à durée déterminée, parle forcément du CDD. Mais retenez que le CDD, CDI, contrat de mission ont droit au congé payé, sauf les stagiaires. Et après on dit s'ils sont assimiler un mois de travail effectif pour le calcul de la durée du congé, les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre tout simplement que la jouissance au congé ou encore le droit acquis de congé, c'est lorsque vous travaillez un mois. Donc c'est à partir de un mois de présence au poste. Donc si vous avez travaillé pendant 5 mois, on regarde est-ce que chaque mois vous avez travaillé 4 semaines ou vous avez travaillé 24 jours dans le mois. Donc pour qu'un mois soit pris en compte pour le calcul de congé payé, il faudrait que vous ayez travaillé 4 semaines ou encore 24 jours. Sauf si vous avez été malade, justifié bien sûr, parce qu'on dit ici dans le code du travail que les absences maladie ne viennent pas de déduire la durée de vos congés. Donc, juste pour dire que pour qu'un mois soit pris en compte pour le calcul des congés payés, il faudrait que vous ayez travaillé 4 semaines dans le mois ou encore 24 jours. Et tout à l'heure, comme je disais dans mon ancienne vidéo, j'avais déjà expliqué que les congés payés, c'est après 12 mois de présence dans l'entreprise. Maintenant, lorsque vous n'avez pas 12 mois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous n'avez pas de congés? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on vous remet à la place? Et c'est ce que précise ici. Vous voyez ici, on dit en cas de rupture d'expiration du contrat, avant que le salarié ait acquis droit au congé, une indemnité doit être accordée à la place du congé. En dehors de ce cas, est nul et de nul effet toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatrice à la place du congé. Ici, il faut tout simplement comprendre que lorsque je n'ai pas acquis droit au congé, c'est-à-dire lorsque je n'ai pas 12 ans de présence au poste dans l'entreprise, l'indemnité qu'on me donnera pour mes congés, on va appeler ça indemnité compensatrice de congés payés. Donc ce qu'on retient, c'est que lorsqu'un salarié n'a pas fait 12 mois et que son contrat arrive à échéance ou encore on l'a licencié peut-être pour faute lourde ou encore il a démissionné pour le comportement fautif de l'employeur et qu'il n'avait pas encore atteint 12 mois, lorsqu'il va bénéficier de ces congés payés, il aura droit à ce qu'on appelle une indemnité compensatrice de congés payés. Maintenant, c'est celui qui fait 12 mois de congés qui
à ce qu'on appelle congé payé. Mais lorsque vous avez fait moins de 12 mois, on appelle maintenant ça indemnité compensatrice de congé payé. Un exemple ici, vous voyez, au terme d'un CDD de 7 mois, votre employeur doit vous payer une indemnité de congé correspondante à 2 jours x 7, soit 14 jours de congé payé. Ici, d'où sort les deux? En fait, le code du travail mentionne ceci. On va regarder rapidement le code du travail pour que vous compreniez. Pourquoi 2 ici? Donc ici, on est dans le code du travail. On va chercher l'article. Voilà, c'est quelque part là. Voilà ici. Donc l'article 222. Vous voyez ici, l'article 222 mentionne que à raison de 2 jours ouvrables par mois de service effectif. Donc ça, ce sont ceux qui ont plus de 18 ans. Donc lorsqu'un salarié a plus de 18 ans par mois travaillé, il aura 2 jours de congé. Maintenant, lorsqu'il a moins de 18 ans, par mois travaillé, c'est 2,5. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez là-bas qu'on a fait 7 x 2, ce qui a donné 14. Pourquoi 7 x 2? Parce que on sous-entend que le salarié a plus de 18 ans. C'est pourquoi on a fait 7 x 2, ce qui a donné 14. Donc on revient ici. Ensuite, les congés payés sont composés de 2 parties. On a le congé principal et le congé supplémentaire. Donc le congé supplémentaire ici, c'est déterminé par rapport à votre ancienneté dans l'entreprise, mais aussi par rapport au nombre d'enfants qu'une femme possède. Donc les enfants qui ont moins de 16 ans. Et uniquement, malheureusement, pour les enfants, ça ne concerne que les femmes. Donc les hommes, hormis leur congé, le congé principal, ils ont aussi droit au congé supplémentaire. Mais ce congé supplémentaire, c'est par ancienneté. Alors que la femme, elle a en même temps droit au congé par ancienneté, mais aussi au congé par rapport à son nombre d'enfants. Parce que ici, lorsque vous avez des enfants moins de 16 ans, chaque enfant de moins de 16 ans vous donne droit à 1 jour de congé supplémentaire. Et maintenant, pour le congé par ancienneté, c'est lorsque vous avez atteint 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise qu'on vous donne droit, en tout cas les 5 premières années ou encore la 5e année de votre ancienneté donne droit à 2 jours de congé supplémentaire. Et les années qui viendront maintenant après les 5 ans là vous donnent droit à 1 jour par année. Un exemple, si un salarié, homme ou femme, a 8 ans dans l'entreprise, concernant son ancienneté, les jours supplémentaires vont être égaux de la manière suivante. On va d'abord prendre dans les 8 ans, les 5 premières années, qui donnent droit à 2 jours de congé supplémentaire. Ensuite, on a 6 ans qui donnent droit à 1 jour, ça fait déjà 3 jours. La 7e année, ça fait encore 1 jour, donc ça fait déjà 4. Et la 8e année, ça fait encore 1 jour, donc ça fait 5. Donc, en conclusion, pour ce salarié-là, il aura droit à 5 jours de congé supplémentaire. Pourquoi? À cause de son ancienneté de 8 ans. Et c'est pourquoi vous voyez ici qu'on dit la durée du congé augmentée en considération de l'ancienneté dans l'entreprise. 2 jours de plus à compter la 5e année et 1 jour de plus par année supplémentaire. Ici, après, on dit que les congés sont décomptés en jours ouvrables, soit tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés. Quand vous allez en congé, même si c'est 30 jours de congé qu'on vous donne, ces 30 jours vont être calculés sur la base de lundi à samedi, sauf le dimanche. Quand on dit sauf le dimanche, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Si j'ai 30 jours de congé, et que lorsque je suis allé en congé, dans les 30 jours, il y a eu 5 dimanches. Donc au lieu de 30 jours de congé, j'aurai droit maintenant à 35 jours de congé. Pourquoi? Parce que les dimanches ne sont pas comptés dans les congés payés. Ensuite, s'il y a encore des jours fériés, par exemple, vous allez en août, et qu'il y a encore, par exemple, le 17 août, ou par exemple le 16 août aussi, ces jours-là ne sont pas pris en compte. Donc ça veut dire que si vous avez déjà 30 jours plus les 5 dimanches, ça fait 35 jours. Et qu'il y a encore par exemple 2 jours fériés dans le mois, ça fait un total de 37 jours. Donc vous allez en congé pendant 37 jours. En conclusion, les dimanches ne sont pas pris en compte pour le calcul de congé lorsque vous allez en congé, y compris aussi les jours fériés. Voilà, vous voyez ici, attention, dit pendant l'arrêt de travail, l'absence de salaire ne lui permet pas d'acquérir des droits au congé payé sauf accord collectif. Ensuite, on dit ici l'allocation de congé correspond à la moyenne des salaires, indemnités, primes et commissions diverses dont le travailleur a bénéficié au cours des 12 mois précédents sans départ en congé. Ici, on vous fait comprendre que pour le calcul des congés payés, on tient compte des primes, des indemnités, des commissions que le salarié a bénéficié durant ces 12 mois précédents sans départ en congé. Tout à l'heure, je vous ai dit que
pour bénéficier des congés payés, il faut avoir 12 mois de présence au poste. Maintenant, lorsque vous n'avez pas 12 mois de présence au poste, qu'est-ce qui se passe? On va calculer vos congés sur la base des mois que vous avez eu à travailler. Mais quand vous avez eu à travailler 12 mois, on fait la somme de vos primes et de vos indemnités que vous avez bénéficié durant les 12 derniers mois. Bon, durant les 12 mois précédant vos départs en congé. Et c'est par rapport à ces primes et ces indemnités que vous avez reçues là qu'on va déterminer ce que vous devez recevoir comme congé payé. Maintenant, on a encore un problème. Ici, on dit l'allocation de congé correspond à la moyenne des salaires, indemnités et commissions diverses dont le travailleur a bénéficié. Et lorsqu'on lit encore l'article 225 du Code du travail, on nous précise que parmi toutes les primes et toutes les indemnités que le salarié a bénéficié, il y a certaines primes et certaines indemnités qu'on peut enlever. Vous voyez bien, c'est écrit ici, peuvent être exclus de l'allocation de congés payés. Donc, lorsqu'on dit peuvent être exclus de l'allocation de congés payés, ça ne veut pas dire que c'est une obligation d'enlever. Parce qu'il faudrait bien qu'on se comprenne. Ici, quand on dit peuvent être exclus, ici, l'employeur a le choix de maintenir ou d'enlever certaines primes et certaines indemnités. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a conservé qu'il en faut avec la loi ou le code du travail, ou parce qu'il a retiré qu'il en faut. Non. C'est l'employeur qui décide. Soit il enlève, soit il maintient. Ce n'est pas une obligation. Et ici, quelles sont les primes qu'on peut enlever? Les primes, en fait, ou encore les indemnités qu'on peut enlever ici, c'est tout simplement ces primes et ces indemnités qui conditionnent la présence au poste d'un salarié. Ça veut dire que puisque le salarié est en congé, selon le législateur ou encore les législateurs, il y a des primes et des indemnités qu'il ne peut pas bénéficier parce qu'il est à la maison, il est en repos, donc c'est tout à fait normal qu'on peut enlever ces primes et ces indemnités. Et c'est dans l'explication ici. Vous voyez ici, on dit le Code du travail énumère clairement des primes qui peuvent être exclues du calcul des congés payés. Premièrement, on a la prime liée au rendement ou à l'assiduité, voire même la prime de performance. Ici, vous êtes d'accord avec moi que la prime de rendement est conditionnée par la présence au poste. Même si aujourd'hui on l'accorde juste de manière abusive comme ça, mais normalement la prime de rendement est liée à la présence au poste, l'assiduité ou la performance. Mais si quelqu'un à la maison, comment il va être performant alors qu'il est à la maison? Donc c'est tout à fait normal qu'on enlève ces différentes primes et indemnités parce qu'il est assis à la maison, donc il n'a pas, en fait il n'y a pas un rendement actuellement, donc il n'y a pas une force de travail qu'il apporte à sa structure. Ici on a encore, vous voyez, prime de nuit, pénibilité, sécurité, insalubrité, donc il ne travaille pas la nuit, il est assis à la maison, il n'est pas en contact de tout ce qui est salissure, donc c'est tout à fait normal que ces primes et ces indemnités, on doit les enlever. Mais le plus souvent les employeurs enlèvent. Rares sont les employeurs qui maintiennent, mais les employeurs enlèvent le plus souvent. Donc même dans le cas d'espèce, ici, lorsqu'on fera l'exercice, on va tout simplement enlever, on va tenir compte du cas réel parce que selon le terrain ou selon la pratique, les entreprises enlèvent toujours ces primes et ces indemnités. On a aussi la prime de panier, c'est tout à fait normal. Ici, le transport, là on n'a même pas besoin de négocier parce que le transport est lié à la présence au poste. Un salarié qui n'est pas au poste, il va prendre le taxi comment pour se déplacer pour pouvoir venir au travail alors qu'il est à la maison. Donc normalement la prime de transport doit être enlevée lors du calcul des congés payés. Ensuite, comme vous voyez ici, on dit il est donc normal que la prime de transport soit coupée durant les congés, sauf le logement qui reste dans la base des calculs des congés payés, y compris le gaz. Donc même si vous êtes en congé, vous allez toujours continuer à payer votre loyer. Donc c'est tout à fait normal que le logement, si on vous accorde le logement ou le gaz, c'est tout à fait normal que ça figure dans les congés payés parce que même si vous êtes en congé, votre loyer ne va pas baisser, le gaz aussi. On ne va pas dire que bon, comme vous êtes en congé, vous allez maintenant payer 2000, non. C'est la raison pour laquelle ces primes et ces indemnités sont à inclure dans la base des calculs des congés payés parce que ça ne conditionne pas la présence au poste. Comme vous voyez ici, la prime de logement doit être comprise dans la base des congés payés. Donc c'est tout à fait normal. Et pour finir, on dit que l'allocation de congés payés doit être intégralement versée au travail avant son départ en congé au prorata du nombre de jours pris. Donc, vous voyez comme ici, on dit si vous partez en congé le 20 septembre, vous devez toucher votre allocation ou plutôt le 19 septembre. Donc, on doit vous donner en intégralité votre congé. On ne doit pas vous dire repasser après un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, non. Le congé payé, on doit vous donner ça avant que vous n'allez vous reposer à la maison. Ensuite, on a la formule pour déterminer le congé principal. Bon, ici, vous avez deux méthodes. Il
y a la plus longue et la plus simple. On est ici la plus longue. La plus longue ici, premièrement, il faut d'abord calculer la base annuelle congé. La base annuelle congé, c'est quoi? C'est la somme des bases congé de mois de travail. C'est-à-dire que si la personne a travaillé 10 mois, vous déterminez d'abord la base congé du premier mois, vous mettez le montant à côté, la base congé du deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, jusqu'au 10e mois, vous mettez à côté. Donc, une fois que vous aurez les bases de tous les 10 mois, vous additionnez maintenant, c'est ce que vous faites, ce qu'on appelle le congé, base congé annuel. Ensuite, après la base congé annuel, nous avons la moyenne congé. La moyenne congé, ici, comme vous le voyez ici, c'est quoi? C'est la base congé annuel divisée par le nombre de mois travaillés. Donc, si la personne a une base annuelle congé de 10 millions et qu'elle a travaillé pendant 10 mois, donc on fait 10 millions divisé par 10. Après, on a le nombre de jours de congé. Le nombre de jours de congé, comme je disais ici, pour ceux qui ont plus de 18 ans, c'est 2 jours par mois travaillé. Donc, vous voyez ici, je prends 2 jours fois nombre de mois travaillés. Ensuite, on a le congé payé. Donc, comment ça se calcule maintenant? Maintenant, le congé payé, c'est tout simplement la moyenne congé. Donc, ce que vous aurez trouvé ici, fois le nombre de jours de congé divisé par 24. Et vous avez encore la méthode la plus simple. Vous faites la base congé annuel et vous divisez directement par 12. Et d'où provient ce calcul-là? Ce calcul-là provient de ce décret. Ou encore, attendez, ce document-là. Vous voyez ici, il est flou, mais malheureusement, c'est comme ça aussi que je l'ai reçu. Donc, vous voyez que c'est ce document-là du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Donc, vous allez voir, je vais descendre. Voilà, c'est ici. Vous voyez, pour un adulte, vous voyez qu'on vous dit directement soit, ou vous faites fois 1 sur 12. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ici base congé annuel divisé par 12. Parce que ce document nous donne directement le calcul des congés payés. Et après le congé principal, on a le congé supplémentaire, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, si un salarié a des enfants moins de 16 ans, ça c'est uniquement pour les femmes. Ou encore, s'il est une ancienneté, comme on a pris l'exemple tout à l'heure de ceux qui avaient 5 jours de congé supplémentaire. Donc, il faut d'abord déterminer le nombre de jours de congé supplémentaire. Si une femme a 8 enfants moins de 16 ans, ça fera 8 jours de congé supplémentaire. Et si elle a une ancienneté de 8 ans, ça lui fera 5 jours de congé supplémentaire additionnés avec par exemple les 10 jours des 10 enfants qui ont moins de 16 ans, ce qui fait 15 jours. Ce sont les 15 jours là qu'on mettra ici. Ensuite, à quoi est égal au congé supplémentaire? Le congé supplémentaire est égal au congé principal fois le nombre de jours de congé divisé par 24. Donc si on a un congé principal de 200 000 et que le nombre de jours de congé supplémentaire c'est 15, donc on va faire 200 000 fois 15 divisé par 24. Une fois avoir le congé supplémentaire, maintenant pour déterminer maintenant le congé payé, c'est-à-dire les congés payés, c'est-à-dire supplémentaire plus ancienneté, vous faites tout simplement l'addition. Ok, sans plus tarder, nous allons revenir maintenant sur l'exercice. Ici, on a quelques informations. On dit qu'elle a été embauchée le 1er novembre 2022 et elle a son contrat pris fin le 31 mai 2023. On dit ici nombre d'enfants moins de 16 ans, elle a 5 enfants. Donc ça nous montre déjà que ici elle aura un congé supplémentaire sur la base de 5 enfants, donc 5 jours. Et son ancienneté en mois, c'est 7 mois. Donc ici, vous voyez déjà qu'à la place du congé payé, elle va bénéficier de l'indemnité compensatrice des congés payés. Comme je le dis souvent, un bon gestionnaire de paye doit aussi avoir des compétences dans les logiciels de la bureautique, notamment Word et Excel. Mais moi, j'aime le plus travailler avec Excel. Et j'ai conçu un petit tableau où à chaque fois, je vais tout simplement mettre des informations et automatiquement, ça va me donner des montants. Donc, avant de commencer l'exercice, je vais vous montrer ce tableau. Donc, voici ce petit tableau Excel. Il est très simple. Ici, vous mettez le nom et prénom du salarié, vous mettez sa date d'embauche, sa date de départ et vous mettez le nombre de mois qu'il a eu à travailler. Si par exemple, il a eu à travailler 4 mois, si je mets 4 ici, ça me donnait 8. Pourquoi 8? Parce que j'ai mis une petite formule simple. J'ai seulement dit à Excel que pour le nombre de jours de congé, tu me fais G5 en fait représente quoi? Représente le nombre de mois travaillés fois 2. Donc 2 ici, comme on disait, s'il a plus de 18 ans. Maintenant, s'il a moins de 18 ans, on va remplacer le 2 par 2,5. Et ça me donne 8. Et une fois je vais commencer à remplir ici, ici là, je vais tout simplement mettre les bases congés de chaque mois. Et une fois je vais terminer de remplir toutes les bases congés ici, ça va directement me donner le congé principal. Donc voici comment on va fonctionner.
Donc, on va d'abord prendre ces informations ici. Ici, on a dit c'est Madame Moussavou Eugénie. Donc, je vais écrire ici Madame Moussavou Eugénie. Donc, Madame Moussavou Eugénie. Donc, j'ai mis ça vite pour nous permettre de travailler ensemble. Madame Moussavou Eugénie. Et ici, date d'embauche, on nous dit le 1er novembre 2022. Donc, j'écris 01 11 2022. Et ici, on nous dit date de fin de contrat 31 mai 2023. Donc, 31 05 2023. Ensuite, nombre de mois travaillés. Ici, on nous dit qu'elle a travaillé pendant combien de mois? 7 mois. Donc, ici, on écrit 7. Voilà, vous voyez que ça donne déjà 14. Ça, tout simplement fait 2 fois 7. Donc, pour le mois de novembre, voici les primes et les indemnités qu'elle a reçues durant le mois de novembre. Donc, pour trouver la base congé du mois de novembre ici, on va tout simplement faire la somme des primes et des indemnités qui ne sont pas listées à l'article 225. Parce que l'article 225 mentionne les primes et les indemnités que, en fait, normalement, qu'on doit enlever pour le calcul de congé payé, même si ce n'est pas une obligation, à cause du terme peuvent être exclus. Donc, ici, on a le salaire de base. Le salaire de base est bel et bien compris dans le calcul des congés payés. Donc, ça fait 184 351. On a le sous-salaire, c'est bien compris, donc on fait plus 60 808. On a l'assiduité, malheureusement, on ne prend pas ça en compte parce que l'assiduité fait partie de la liste des primes et des indemnités qu'on doit enlever. On a le rendement, c'est aussi pareil, le rendement aussi fait partie de la liste des primes et des indemnités qu'on doit enlever. Le transport aussi pareil, tout à l'heure on disait que le transport on doit l'enlever parce que ça conditionne la présence au poste. Et on a le gaz, donc plus 12 000. Ça me donne une base congé mensuel de 257 152. Donc je reprends, j'ai fait les 184 351 plus le sur-salaire et plus le gaz. Je n'ai pas pris l'assiduité, le rendement, le transport parce que ces trois-là font partie de la liste des primes et des indemnités qu'on peut enlever pour le calcul des congés payés. Donc ici j'ai 257 159. Je mets ça dans mon tableau ici, déjà pour le mois de novembre. Donc 257 159. Voilà, c'est pour le mois de novembre. Ensuite, je fais pareil pour le mois de décembre. Apparemment, c'est la même chose. Donc vous voyez que le mois de novembre et le mois de décembre, apparemment, c'est la même chose. Donc je n'ai pas besoin de beaucoup réfléchir. Je remets le même montant. Donc ici, toujours 257 159. Ensuite, on va descendre au mois de janvier. Le mois de janvier, on regarde. Ici, je crois que c'est pareil. Donc, on va quand même additionner. On va faire 184 351 plus 60 808. Plus le gaz qui est descendu ici, à cette page-là. Donc, c'est toujours le même montant aussi. Donc, c'est le même montant. Donc, je remets ici 257 159. Ensuite, pour le mois de février, on regarde. Ah, il y a le logement qui s'est ajouté. Donc, ça veut dire que sa base congé aussi va augmenter. Donc, si le logement s'est ajouté, on suppose qu'elle a été déplacée d'une ville à une autre. Parce que le logement ne se donne que pour des salariés qui ont été déplacés d'une ville à une autre. Donc, on va faire 184 351 plus 60 808 plus 150 000 francs du logement. On ne prend pas la solidité, on ne prend pas le rendement, on ne prend pas le transport et on vient d'également prendre le gaz. Donc, plus 12 000. Ça me fait 407 159. Donc, je vais mettre ça ici. 407 159. Ensuite, pour le mois de mars, on regarde. Ici, on fait comprendre qu'elle s'est absentée pendant 3 jours. Et comme vous le savez, les absences non justifiées viennent diminuer vos salaires. Et vous voyez ici, on dit absence, jour d'absence, 3. Donc, on voit ici, au départ, son salaire de base était de 184 351. C'est maintenant descendu à 165 916. Comment on a procédé? En année commerciale, tous les mois ont 30 jours. Donc, lorsqu'un salarié s'absente, dans les 30 jours, on enlève les jours d'absence. Et ce qui reste là nous sert de calcul pour trouver le montant net. Et lorsqu'un salarié s'absente, les primes, certaines primes et certaines indemnités sont calculées au prorata temporis. Le prorata temporis, en fait, c'est quoi? C'est le nombre de jours de présence. Et ce n'est pas toutes les primes et toutes les indemnités qui sont touchées. Il y a d'autres qu'on prend, il y a d'autres qu'on ne prend pas. Tel que le logement,
Même si le salarié s'absente, son logement ne va pas changer. Donc le logement n'est pas touché. Donc le logement fait partie de ces primes et ces indemnités qu'on ne touche pas, même si le salarié s'est absenté pendant 1 jour ou 2 jours. Le salaire de base, l'assiduité, le rendement, tout ça on touche parce que ça conditionne la présence au poste et c'est calculé par rapport au nombre de jours de présence au poste. Donc on voit ici comment on a fait pour tous les 165 000. On a d'abord fait les 30 moins les 3 jours d'absence. Ça nous fait 27. Donc il a travaillé pendant 27 jours. On fait la règle de 3. Si 30 jours représentent 184 351, 27 jours représentent combien? Donc je fais 184 351 que je multiplie par 27 jours et j'ai divisé par 30, ce qui a donné 165 916. Donc, comme vous comprenez déjà comment ça s'est passé, je vais tout simplement faire la somme des primes et des indemnités qui sont prises en compte pour le calcul de congés payés. Donc, on a les 165 916 que j'additionne avec les 54 727. J'additionne avec le logement que de 150 000. Je ne touche pas à la sécurité, je ne touche pas le rendement, je ne touche pas le transport. Et j'ajoute juste avec le gaz. Ça me donne 382 643. Donc je vais mettre ça ici. 382 643. Ah, c'est pour le mois de mars. Maintenant pour le mois d'avril. Ici on a encore les heures supplémentaires qui sont ajoutées. Selon vous, est-ce que les heures supplémentaires sont prises en compte pour le calcul des congés payés? Malheureusement, non. Les heures supplémentaires aussi ne sont pas prises en compte pour le calcul des congés payés. Donc on va tout simplement faire 184 351 plus 60 808 plus 150 000 et on additionne juste avec le gaz. Et pourquoi les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte? Parce que les heures supplémentaires, c'est lorsque le salarié va au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou encore la durée légale journalière. Si quelqu'un qui est à la maison, il ne va pas travailler, donc c'est tout à fait logique qu'il n'aura pas d'heures supplémentaires. C'est la raison pour laquelle les heures supplémentaires ici ne sont pas prises en compte pour le calcul des congés payés. Donc pour le mois d'avril ici, ça me donne 407 152 159. Juste un rappel. Il y a des entreprises qui déterminent les congés payés sur le total brut. J'aimerais interpeller ces entreprises parce que le Code du travail ne dit pas que les congés payés se déterminent sur le total brut. Le Code du travail mentionne seulement les primes et les indemnités qui ne doivent pas être prises en compte. Donc lorsque vous devez déterminer le congé payé d'un salarié, évitez de prendre le total brut parce que ce n'est pas ce que la loi dit. Vous devez tout simplement faire la somme des primes et des indemnités qui ne sont pas mises en évidence dans l'article 225 du Code du travail. Donc l'histoire de total brut ou salaire brut là, s'il vous plaît, évitez-moi ça parce que ce n'est pas ce que la loi dit. Merci, c'était juste pour ouvrir une parenthèse. Ensuite, le dernier mois ici, on va faire la même chose, on va faire 184 351 plus 60 808. Ici, le logement a sauté, on suppose que sa mission est finie, donc elle est revenue à la zone, à la case de départ. Ici, on a la sécurité, on ne prend pas le rendement, on ne prend pas le transport, on ne prend pas, on additionne avec les 12 000 du gars, donc ça fait 257 159 que je mets ici. 257 159. Ok, j'ai maintenant toutes mes bases mensuelles. Dans toutes mes bases mensuelles ici, il y a 7 mois. Donc lorsque je sélectionne comme ça, Excel aussi, vous pouvez faire ça pour avoir directement le montant. Vous voyez que le montant s'affiche quelque part ici. Donc on me dit que j'ai une base congé annuelle de 2 225 797. Et c'est ce qui se retrouve ici. 2 225 597. En fait, c'est égal à quoi ici? J'ai tout simplement mis la formule somme. Vous voyez que si je clique là 2 fois, vous voyez que j'ai utilisé la formule somme. La formule somme ici, c'est juste pour faire la somme de toutes les bases congés mensuels. Vous voyez que j'ai juste sélectionné toutes ces bases-là. Et c'est ce qui m'a donné ce montant-là. Et après, la moyenne. Vous voyez dans la formule tout à l'heure, on vous disait que la moyenne congé est égale à quoi? Est égale à la base congé annuel divisé par le nombre de mois travaillés. Ici, le nombre de mois travaillés, c'est 7. Vous voyez que j'ai fait ici E5 divisé par G5. E5, c'est quoi? C'est la base congé annuel divisé par le nombre de mois travaillés, ce qui m'a donné 317 947. Et pour tout le congé principal, j'ai tout simplement pris la moyenne congé comme dans la formule et j'ai multiplié par le nombre de jours de congé et j'ai divisé par 24. Et ça donnait 185 466. Vous pouvez aussi utiliser la méthode suivante. Comme on disait que
le congé ici, vous pouvez nettement faire la moyenne congé ici, c'est-à-dire ce montant-là divisé nettement par 12. Donc, on va essayer ensemble. Voilà. Donc, vous pouvez nettement faire ce montant divisé par 2. Donc, on va dire Excel que, on va dire, est égal à ce montant-là divisé par 12. Et ça nous donne 185 466. Vous voyez que c'est le même montant qui est ici. Donc, vous avez le choix. Soit d'utiliser la longue formule en faisant encore la base congé annuel divisé par le nombre de mois travaillés. Ça vous donne la moyenne. Après, prendre encore la moyenne, vous multipliez par le nombre de mois travaillés divisé par 24. Si vous voyez que la formule est très longue, vous pouvez nettement prendre la base congé annuel et vous diviser par 12. Et ça va vous donner le même montant. Vous voyez, c'est ce que je fais ici. On va recommencer. Donc, si je mets par exemple égal, et je dis à Excel que ce montant-là, je divise nettement par 12. Et ça me donne combien? Je tape sur Entrée. Vous voyez que ça donne le même montant. Maintenant, pour le congé supplémentaire, ici, ça c'est maintenant pour le congé supplémentaire. Donc, je vais écrire ici congé supplémentaire. Pour que congé supplémentaire. Voilà. Donc, comme je disais, un bon gestionnaire doit toujours maîtriser les outils de la bureautique. C'est important. C'est vraiment important. Voilà. Ici, c'est le congé supplémentaire. Et comme dans la formule, on disait que le congé supplémentaire est égal au congé principal multiplié par le nombre de jours de congé supplémentaire divisé par 24. Ici, donc voici comment j'ai procédé sur Excel. J'ai demandé à Excel que je récupère le montant. Donc, si je n'ai pas envie d'écrire le montant manuel, je peux directement mettre égal. Et j'ai sélectionné le congé principal ici. Et je tape Entrée. Ça me ramène le même montant. Maintenant, ici, il suffit de mettre le nombre de jours de congé supplémentaire. Et on revient ici au début. Et on nous dit ici qu'elle a 5 enfants qui ont moins de 16 ans. Donc, 5 enfants qui ont moins de 16 ans donnent 5 jours de congé supplémentaire. Donc, ça donne 5 jours de congé supplémentaire. Donc, je vais seulement mettre ici 5. Et vous voyez que ça donne comme congé supplémentaire 38 639. Pourquoi? Parce que j'ai juste dit à Excel que le congé supplémentaire est égal au congé principal fois le nombre de jours de congé supplémentaire divisé par 24. Comme dans la formule, donc j'ai fait 185 000 multiplié par 5 divisé par 24. Je vais remettre la formule ici pour que vous voyez. Donc je mets égal, j'ai dit Excel est égal à ce montant-là que je multiplie. Donc la notion de la multiplication, c'est l'astérisque. Je multiplie par 5 et je divise. Donc la division, c'est le slash. Je divise par 24. Vous voyez que ça me donne toujours les 38 639. Et comme on vous a dit tout à l'heure, les congés payés, c'est la somme du congé principal, donc les 185 000 là, plus le congé principal, le supplémentaire, ce qui me donne 224 105. C'est ce que j'ai juste mis Excel ici. Donc on va remettre le calcul ici pour que vous voyez. Donc je dis Excel que est égal à ce montant là, plus ce montant, et je tape Entrée. Et ça me donne 224 105. Donc pour Madame Moussavo Eugénie, lorsqu'elle ira en congé, dans son bulletin de salaire, c'est ce montant-là qu'on va trouver. Et la question qu'on se pose, est-ce que les congés sont imposables? Oui, c'est imposable à toutes les cotisations, sur le plan social et sur le plan fiscal. Et c'est pourquoi ce montant-là doit figurer en haut du bulletin de salaire. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo intitulée Cas pratique des congés payés en République gabonaise. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, de liker, de partager la vidéo. Donc je disais, n'hésitez pas à mettre en commentaire la thématique que vous souhaiterez que je puisse aborder pour la prochaine vidéo. Sur ce, restez connectés, abonnez-vous, partagez autour de vous, téléchargez même ces vidéos, envoyez à vos contacts pour montrer que aujourd'hui, maintenant, nous avons une chaîne YouTube qui traite du droit du travail et de la sécurité sociale au Gabon. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt.